Bonjour, bienvenue dans votre magazine de l'innovation au programme des découvertes et de nouvelles questions autour de l'actualité du numérique. Savez-vous par exemple que cette semaine, nous sommes en pleine campagne Wiki Solidaire. Alors cette initiative a pour but de valoriser les associations qui sont présentes sur Wikipédia. Mon premier invité, Rémi Gerbert, nous dira comment nous pouvons les soutenir sans dépenser d'argent, peut-être même en gagnant. Ce sera son interview dans quelques instants. Et puis au cœur de cette émission, nous débattrons du déploiement, du lancement de la radio numérique. Enfin, j'ai envie de dire. Alors, où on en est justement de ces déploiements ? Quelles sont les promesses par rapport aux attentes ? Car on a longtemps attendu cette radio numérique. Quels sont les premiers retours d'expérience ? Nous aurons des professionnels de la radio et un membre du CSA pour en parler. Et puis nous retrouverons notre rendez-vous sur la protection des données personnelles et cette question épineuse des clauses de confidentialité que nous ne lisons pas ou presque. Avant de conclure par une première mondiale qui a été réalisée par un robot. Je vous laisse ce suspense parce que d'abord, place à l'interview avec Rémi Gerbet, donc vous êtes délégué opérationnel de Wikimedia France. Bonjour Rémi Gerbet. Donc Wikimedia, je rappelle, c'est une association qui œuvre pour le partage libre de la connaissance au travers de projets comme Wikipédia que tout le monde connaît, mais également le Wikiptionnaire, les Wikimedia Commons ou encore Wikidata. Et donc cette semaine, on est en pleine campagne de Wiki Solidaire. C'est un concours. Qu'est-ce qui se passe en ce moment-là ? Jusqu'à vendredi, c'est ça ? Jusqu'à dimanche, mais vous avez un peu plus de temps. Jusqu'à dimanche. Ouais. Bonjour, déjà merci pour l'invitation. L'objectif de ce concours, c'est de valoriser effectivement le travail des millions de bénévoles qui, chaque jour en France, s'engagent auprès d'associations à but non lucratif. Et nous avons constaté au sein de l'association Wikimedia France que beaucoup des articles de ces associations étaient mal renseignés, mal documentés. Les articles sont des ébauches, avaient très peu de références. Autant dire que dans un langage plus wikipédien, c'était des articles dont il fallait se méfier, qui n'étaient pas suffisamment bien wikifiés. Voilà. Et donc on s'est dit, pour soutenir un peu plus ce travail, cet engagement, ces missions de ces associations, nous allons lancer un petit concours de contribution qui dure une semaine, donc qui est assez court, pour améliorer ces articles sur Wikipédia. Donc, ce sont des articles qui présentent les activités de l'association ou autour de thématiques ? Alors, ce sont des articles effectivement qui portent sur l'association, sur l'ONG en question. Donc, on va traiter de l'histoire de l'organisation, de ses missions principales, aussi de choses un peu plus prosaïques, son budget, le nombre d'engagements bénévoles, etc., etc. Et donc, on invite vraiment nos contributeurs, mais aussi le grand public, à aller se saisir d'un article de son choix, de l'association, et de travailler sur cet article pour l'améliorer. Et alors, il y a des règles pour participer à ce concours, j'imagine. Alors, des règles pour participer, alors évidemment, c'est bien de bien connaître. On ne fait pas tout et n'importe quoi sur Wikipédia. Évidemment. Alors, effectivement, le mieux, c'est de connaître un petit peu plus le fonctionnement quand même de l'encyclopédie. Pour cela, il y a une aide qui s'appelle sur Wikipédia, qui s'appelle le pas à pas. Vous pouvez suivre en vidéo pour apprendre les règles de base pour contribuer. Mais l'objectif est vraiment d'améliorer la qualité de l'information. Donc, on n'est pas là pour raconter absolument tout ce qui se passe au sein de l'association. Ça va plutôt être de rajouter vraiment les éléments importants de la vie, de la structure, des principales missions, engagements, donc à travers l'ajout de références, ça c'est effectivement très important, mais aussi en organisant mieux l'article, etc. Et donc le jury, donc qui est composé de wikipédiens expérimentés, va vraiment analyser la qualité de la contribution de l'article, et les 3 meilleurs articles seront du coup récompensés. Comment vous expliquez justement que ces pages ne soient pas si bien tenues ? Parce qu'a priori, les associations ont tout intérêt à préciser comment elles fonctionnent. Souvent, en fait, ce que l'on constate, c'est que ce sont des bénévoles un peu de l'association qui ont envie de parler de ce qu'ils font. Et donc, c'est pas vraiment une initiative très coordonnée en interne, si je peux dire ça. C'est-à-dire, c'est quelques bénévoles qui vont venir rajouter un peu quelques informations comme ça. L'association ou l'ONG, en général, déjà, on sait que l'association ou l'ONG ont une connaissance du numérique des fois qui est un peu faible, et Wikipédia apparaît des fois un peu compliqué à s'emparer. Comment je mets mes informations, qu'est-ce que je peux ajouter, jusqu'où, comment. Donc c'est un petit peu compliqué. Donc c'est pour ça que souvent ces pages-là sont pas suffisamment bien documentées, et on espère un petit peu les aider en améliorant du coup ces informations. Aider le monde associatif. Alors cette opération, elle s'inscrit dans le cadre du Giving Tuesday, qui vient s'opposer au Black Friday. Black Friday, exactement. C'est pour dire, on fait vraiment appel à la générosité, on oublie le monde de la consommation. Est-ce que c'est un peu le principe de Wikipédia, de dire on est anti-consommation, anti-capitaliste, anti-système ?
Alors, je n'irai peut-être pas jusque-là, mais l'idée, c'est de dire que Wikipédia, effectivement, repose sur la bonne volonté, sur l'engagement des gens. Et ce concours, sa petite campagne de contribution, cherche à valoriser non seulement l'engagement des Wikipédiens au jour le jour, mais aussi l'engagement, on dit, des millions de Français qui chaque jour œuvrent à travers des ONG, associations de quartier, que ce soit pour la recherche médicale, que ce soit pour venir en aide aux personnes sans abri, etc. C'est aussi un engagement et on s'est dit qu'il était important de le valoriser pour cette semaine. Est-ce qu'on compte beaucoup d'organisations à but non lucratif sur Wikipédia ou d'associations qui ont des pages sur Wikipédia ? Alors, nous, c'est un volume important ? Ouais, c'est un volume assez important. Donc, on se sert de catégories. Donc, les articles sont catégorisés sur Wikipédia. Et dans la catégorie en question, donc, qui s'appelle Portail Association, nous avons 5300 articles d'organisations à but non lucratif. Mais aucun de ces articles aujourd'hui n'a le label de qualité, article de qualité. Alors francophone, hein ? Francophone, exactement. Et ce label, c'est un label qui est décerné par la communauté. Donc on soumet un article à labellisation, la communauté vient évaluer la qualité de l'article, et ensuite vous avez les petites étoiles qui s'affichent en haut de l'article et qui indiquent au lecteur que l'article est de qualité et donc avec de bonnes références, etc. Et là, c'est 0. Et aujourd'hui, on n'en a aucune, effectivement, qui a ce label sur les ONG. Alors, plus largement, toute l'année, Wikimedia France lance des opérations de valorisation de la qualité de l'encyclopédie. Quelles sont les principales missions que vous vous êtes fixées pour les prochains mois ? Alors, il y en a plusieurs, effectivement. La première, ça va être toujours de continuer le travail d'éducation aux médias et à l'information. On l'a vu en ce moment, très récemment, la Fondation Wikimedia vient de signer un partenariat avec l'OMS pour libérer des données à caractère scientifique et médical pour lutter contre ce que l'OMS appelle l'infodémie. Ouais. Donc voilà, toutes ces fake news qui circulent au sujet du Covid, par exemple. Et donc le travail que l'on fait avec les élèves en classe est important, malgré les conditions sanitaires. Il y a un concours de contribution avec des lycéens qui va se dérouler toute l'année. Donc ça, on va suivre ça avec intérêt et ce travail-là, nous pensons, est extrêmement important. Le deuxième aspect va être de continuer à travailler avec les institutions culturelles qui, elles aussi, se réadaptent face à la pandémie. On espère qu'ils vont bientôt réouvrir, mais pendant des mois, ces archives, musées, etc., que nous aimons tant, ont été fermés. Et donc, le travail avec elles pour aller vers plus d'ouverture de données, d'ouverture de contenu, pour rendre accessible au grand public tout ce savoir qui est contenu dans ces maisons de culture, c'est également important et on va travailler activement avec eux encore. Vous les aidez à numériser leur contenu, certains des contenus ? Oui, tout à fait. On les aide à numériser, on les aide également à valoriser leur collection en ligne, donc notamment à travers les plateformes Wikimedia, bien sûr. On forme aussi le personnel des institutions à être acteurs du numérique, à pouvoir s'impliquer eux-mêmes sur ces plateformes-là, etc. Et donc, lorsque l'on découvre qu'un sceau de Philippe Auguste hébergé aux Archives nationales de France est consulté près de 3 millions de fois au Japon, ça montre à quel point, du coup, ce savoir-là est important pour le monde entier et ça valorise le fonds patrimonial français. Une dernière mission ? La dernière mission, ça va être de continuer à travailler avec notre communauté. Wikipédia, continuer à la soutenir, continuer à l'aider dans sa mission qui est extrêmement difficile. Maintenir à jour une et qui ne fonctionne que sur des bénévoles. Et qui fonctionne que sur des bénévoles. Et donc l'association est là pour les aider, les soutenir et continuer à améliorer l'encyclopédie. Et donc il faut rappeler le mode de financement de Wikipédia et de Wikimedia, ce sont des dons. Exactement. L'association est financée à 90% par des dons de particuliers. Et nous sommes actuellement du coup en recherche de fonds pour l'année prochaine. Donc notre collecte qui se terminera fin décembre, et c'est sur le site de l'association Wikimedia France /don. Donc, d'un côté, Wiki Solidaire avec un concours où on peut gagner une petite dotation. Tout à fait, mais de 50 €, exactement. Pas oublier quand même de faire un don à Wikipédia pour que l'encyclopédie puisse continuer de fonctionner. Tout à fait. Et d'ailleurs, la donation est en chèque lire pour ensuite aller peut-être faire ces petits cadeaux pour les fêtes de fin d'année, dans la librairie de votre quartier, pour acheter des livres, etc. C'est notre façon de soutenir l'engagement. Merci beaucoup Rémi Gerbet, délégué opérationnel de Wikimedia France. Voilà, tout ça vaut Wiki Solidaire jusqu'à dimanche. On enchaîne avec notre débat sur le lancement, les déploiements de la radio numérique. Ça y est, la radio numérique arrive enfin en France, petit à petit dans nos régions. Alors on fait le point sur l'état d'avancement des déploiements et sur ce qui change, sur ce qu'apporte cette norme qui répond au nom de DAB+.
Alors, mes invités sur ce débat sont Alain Liberty, qui est en plateau avec moi, président du syndicat des radios indépendantes. Et nous aurons avec nous en visio Nicolas Curien, membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Et également Philippe Chapeau, directeur de la publication de la lettre pro de la radio et des médias. Alors, on va commencer ensemble, Alain Liberty, sur peut-être le DAB, Digital Audio Broadcasting. Qu'est-ce que c'est de cette technologie ? Cette technologie est tout simplement l'équivalent de la TNT pour la télévision, adaptée à la radio. Donc, c'est véritablement la première et plus grosse révolution technologique de la radio depuis l'avènement de la FM il y a maintenant pratiquement 4 décennies. Et vous faites le parallèle avec la TNT, bien évidemment, mais alors ça a été beaucoup plus long à devenir une réalité que la TNT, le DAB. Vous savez, pour pouvoir jouer... Je sais pas, moi j'ai l'impression que je suis ce sujet depuis le début des années 2000. J'exagère peut-être, mais... La technologie, évidemment, est quelque chose qui progresse très rapidement. Il fallait mettre l'ensemble des acteurs d'accord. Je crois que ça y est, le travail du CSA sur ce plan-là a été parfait ces derniers mois, mais Nicolas Curien y reviendra certainement. L'ensemble des acteurs sont maintenant engagés. De très nombreuses villes et agglomérations sont déjà couvertes par le DAB. Déjà pratiquement un quart de la population française. Si vous êtes sur Paris, vous vous promenez en voiture et que vous avez déjà un poste de réception DAB+ dans votre voiture, vous pouvez dès à présent écouter plusieurs dizaines de radios en DAB+. Alors le petit plus, il vient changer quoi ? Le petit plus, il vient changer, c'est juste une évolution de la norme. Il y a une vingtaine d'années, le DAB a été lancé. Le plus permet notamment des données associées. Donc maintenant, on peut aussi diffuser des images. Imaginez demain un point météo à la radio et sur votre écran, dans votre voiture. Il faut quand même bien garder les yeux fixés sur la route, mais a priori... Pour le copilote, on va dire. Voilà, vous pourriez même avoir une carte de la météo. Bon, alors on va passer tout de suite la parole à Nicolas Curien qui est connecté avec nous du CSA. Bonjour Nicolas Curien. Bonjour. Alors, on a commencé un petit peu à amorcer la question de cette technologie et de ce qu'elle apporte. Vous avez été, le CSA a été un des artisans de sa mise en œuvre. Quels sont les principaux atouts de ce DAB+? Alors, les atouts, d'abord, c'est une qualité de son bien meilleure que celle de la FM, parce que le son numérique n'est pas atténué avec la distance à l'antenne. Donc, sur toute la zone de couverture, vous avez une qualité homogène de son. Ensuite, comme vient de le dire Alain, des données associées qui sont plus riches que la petite barrette que vous avez sur les autoradios classiques. Là, vous avez une image format smartphone qui peut vous présenter une pochette de disque ou des données textuelles, mais enrichies par rapport au simple nom de la radio ou du morceau de musique. Et puis, vous avez une plus grande fluidité d'écoute en mobilité, c'est-à-dire c'est le système numérique qui recherche automatiquement le suivi de votre station préférée. Vous n'avez pas à manipuler l'autoradio. Donc ça, c'est des avantages pour les auditeurs. Et puis les avantages pour les radios, et Alain, je pense, va en reparler, c'est garder une indépendance vis-à-vis des acteurs d'Internet. Parce que la FM étant une technologie analogique, si elle n'était pas remplacée à terme par une technologie numérique qui est le DAB, les radios seraient complètement tributaires des acteurs de l'Internet pour distribuer leurs programmes. Donc c'est très important que les radios gardent leurs deux pieds, un pied radiophonique historique qui doit se moderniser en se numérisant avec le DAB, et puis un pied sur Internet avec leur développement en termes de web radio et de podcast. Donc voilà, les avantages, c'est gagnant-gagnant et pour les auditeurs et pour les opérateurs de radio. Et alors pourquoi ça a pris autant de temps que ça, si tout le monde était content à l'idée de voir arriver ce DAB? Bon, alors ça, c'est d'abord assez normal que ça prenne du temps sur un territoire comme la France, comme ça a pris du temps au Royaume-Uni, ça prend du temps aussi en Allemagne. Donc on n'est pas tellement en retard que ça et on rattrape en tout cas le décalage. Alors, c'est long d'abord parce que c'est coûteux de déployer un réseau sur tout le territoire, et puis parce qu'il fallait embarquer tous les types de radios. Le monde de la radio, c'est compliqué. Il y a les petites, les moyennes, les grosses, les publiques, les privées, les commerciales, les associatives. Donc, il fallait embarquer tout le monde sur l'Arche de Noé, ce qui a pris un certain temps, mais depuis, je dirais 2017, on a mis un grand coup d'accélérateur avec une stratégie que j'ai appelée le plan des nœuds et des arcs. Les nœuds, c'est les grandes métropoles du territoire français, et les arcs, c'est les autoroutes qui les relient. Alors, si vous voulez un bref travelling sur
sur le déroulement des opérations. Ça a démarré à Paris, Marseille, Nice en 2015. Ensuite, il y a eu Lille, Lyon, Strasbourg en 2018, Nantes, Rouen en 2019, et là, tout récemment, depuis début novembre, Bordeaux et Toulouse. Ces 10 grandes métropoles, ça représente à peu près 30% de la population française. L'étape d'après, qui va être très importante, c'est en 2021 le lancement de 2 multiplexes nationaux qui auront vocation à couvrir l'ensemble du territoire, c'est-à-dire toutes les grandes villes et toutes les autoroutes de l'Hexagone. Qu'est-ce qu'on appelle les multiplexes nationaux, pardon? Oui, tout à fait, c'est ça, les multiplexes nationaux qui vont porter... Alors un multiplex porte 13 radios. Donc 2 multiplexes nationaux, ça veut dire 25 radios parce qu'on laisse une place pour des services associés type trafic, info météo. Donc ça va faire 25 radios qui, à partir de juillet 2021, vont démarrer d'abord sur l'axe Paris-Lyon-Marseille, les autoroutes A6, A5, A7, et qui auront ensuite en vocation dans les années suivantes à s'étendre à l'ensemble du territoire hexagonal. Donc 24 grandes radios nationales qui seront lancées en 2021 sur la version numérique, on va dire, de la radio. Je voulais aussi enchaîner avec Philippe Chapeau, directeur de la publication de la lettre pro de la radio et des médias. Bonjour Philippe Chapeau. Bonjour. On a commencé à effleurer ce sujet de la différence entre la radio web, donc cette technologie IP de l'Internet, et le DAB. Vous voyez, vous, 2 mondes aujourd'hui différents, un secteur qui s'est scindé en 2 ? Alors, je n'ai pas entendu les interventions de Nicolas Curien, je n'avais pas de retour, donc je ne pourrais pas enchaîner sur ce qui a été dit par Nicolas. La différence basique qu'on explique à tous ceux qui sont des néophytes de la FM et même à des gens de radio qui connaissent bien la FM mais qui font pas forcément la différence, c'est que la radio FM et DAB+, c'est par les ondes, c'est gratuit, c'est anonyme. La radio par IP, c'est une technologie qui demande un abonnement, soit à Internet, soit à la téléphonie mobile. Donc ce sont des technologies qui sont complémentaires et qui, bien entendu, permettent d'écouter la radio de la même manière, à la différence que la FM et le DAB+, et bien entendu, le modèle économique aujourd'hui de la radio, parce que les radios, elles gagnent de l'argent avec de la publicité, il est sur la FM et sur le hertzien. Le numérique, ça vient doucement, mais ça n'est pas encore la bérésina sur la partie digitale, même si ça progresse. Mais aujourd'hui, le modèle économique de la radio, il est bien sur la diffusion hertzienne, c'est-à-dire par les ondes, et c'est-à-dire avec une technologie qui nous arrive de manière anonyme et de manière gratuite. Donc je pense que c'est important de rappeler ces 2 choses pour différencier la partie IP de la partie hertzienne. Est-ce que ces 2 mondes vont bientôt se rejoindre? Parce que finalement, on va se retrouver avec des modèles économiques assez similaires. Je vais peut-être vous poser la question à vous directement, parce que vous représentez les radios indépendantes. Oui, aujourd'hui, vous savez, l'auditeur, quand il écoute la radio, peu importe d'où vient cette radio, en fait. Je parlais tout à l'heure de voitures. Si vous roulez dans Paris, vous pouvez déjà écouter le DAB+. Mais aujourd'hui, la plupart des récepteurs de radio passent alternativement de la FM au DAB+, et les dernières générations passent même directement à l'IP. Et en fait, c'est quasiment transparent pour la personne qui écoute. C'est la machine qui choisit la technologie la plus efficace pour écouter avec le plus de confort possible la radio. Mais on ne trouve pas forcément les mêmes radios. Si je repose la question à Nicolas Curien sur les atouts du DAB, c'est aussi permettre à davantage de radios peut-être d'émettre. Oui, absolument. Une des idées importantes du DAB, c'est de pouvoir accueillir de nouveaux services qui n'existaient pas en FM. Et sur les MUX nationaux, il y aura 2 tels nouveaux services. Une radio Zen qui est consacrée à la thématique du bien-être, et puis une radio BFM qui sera l'équivalent radio de BFM. Donc sur les 25, en fait, il y aura 2 services radicalement nouveaux. Je voulais dire aussi que c'est essentiel, et c'est ce que disait Alain Liberty, de bien distinguer la technologie de la nature du service. À mon avis, ce qui va faire à long terme le succès de la radio, c'est exactement ce qui a fait son succès jusqu'ici, historiquement, c'est-à-dire le fait que c'est un média incarné, contrairement aux radios que vous pouvez concevoir, aux radios high-tech qui seraient des radios purement algorithmiques, ou des services purement algorithmiques, plutôt de l'audio algorithmique. Par rapport à ça, la radio
a cette originalité qu'elle est incarnée par des animateurs, elle est faite par des hommes et des femmes pour des hommes et des femmes. Et donc ça peut exister, bien sûr, et ça doit exister dans l'univers numérique comme ça existait dans l'univers analogique traditionnel. Donc, la radio a de l'avenir. La question, c'est pas de savoir si la radio va résister au numérique, c'est de savoir comment la radio va faire sa place dans le numérique avec des accords gagnant-gagnant avec les acteurs d'Internet. Et pour l'instant, aucun autre média n'a tué la radio, donc on peut rester tout à fait très optimiste. Philippe Chapeau, comment vous voyez ce DAB arriver ? C'est une petite révolution dans le secteur de la radio pour les acteurs, je veux dire, historiques de la radio, c'est vraiment une révolution numérique ? Oui, il va falloir changer de business model, de mode de fonctionnement, utiliser les data par exemple ? Oui, le modèle économique est quand même assez proche de ce qui existe aujourd'hui en FM. Je pense que la vraie différence qu'apporte le DAB+, c'est un peu comme si, et ça c'est en Norvège, vous savez, en Norvège ils ont arrêté la FM et ils sont que en DAB+. Il y a d'autres pays qui sont en train de suivre le pas. Et la Norvège disait une chose très intéressante. Elle disait c'est comme si on changeait le papier de sa cuisine. Il y a un moment où on a dans sa cuisine un vieux récepteur qui peut-être est branché des fois pour écouter un peu la FM. Là, on va avoir des nouveaux récepteurs, en effet, donc il faut s'équiper de nouveaux récepteurs. Et c'est comme si on changeait un peu le papier peint de la cuisine, ça fait du bien et ça permet de redonner envie à des jeunes aussi d'acheter des récepteurs. Et on espère bien entendu que dans les téléphones et que dans les enceintes connectées, les puces DAB+, puissent être intégrées pour que justement cette compatibilité entre l'IP et le DAB+, qui lui aussi est numérique, puisse véritablement se confirmer. Parce que aujourd'hui, c'est pas encore le cas. Il faut des récepteurs dédiés. Par contre, tous les automobiles, les fabricants d'automobiles ont tous intégré des puces DAB+ en Europe depuis maintenant 5 ans. En France, ça commence à arriver, mais on sait que l'ensemble des constructeurs automobiles aujourd'hui intègrent le DAB+ en première monte. Donc, c'est une technologie qui est là pour durer longtemps, comme la FM a duré longtemps. Et on y croit plus que n'importe quelle autre technologie parce que le hertzien, c'est la colonne vertébrale du média radio. Et en effet, le média radio a une très très longue vie devant elle. Pourquoi ? Parce que l'audio est à nouveau dans les salons avec les enceintes connectées, est à nouveau dans les voitures, puisqu'on parle aux voitures, on parle à nos téléphones. L'audio est roi à nouveau. Et la radio est la mieux placée pour être capable d'exploiter cet audio qu'on entend un peu tout autour de nous. Alors, après, on peut faire de la radio en étant diffusé en IP, parce qu'en fait, certains observateurs aussi se disent que c'est peut-être un peu tard de lancer ce DAB+, au moment où finalement on va lancer la 5G, et au moment où on pourrait se dire les radios vont tout simplement migrer toutes sur Internet et être diffusées sur les smartphones, sur tous les appareils connectés. Qu'en pensez-vous, Alain Berty ? Je pense que c'est un petit peu réducteur. L'avantage de la radio hertzienne... Ah non, pardon. Oui, allez-y. Je vous en prie. L'avantage de la radio hertzienne, comme le disait tout à l'heure Nicolas Curien, c'est qu'elle est gratuite. Le DAB+, en fait, au final, ce sont les auditeurs qui en sont... Sur Internet, c'est gratuit aussi ? Pas forcément. Ça, c'est un modèle publicitaire également. Si vous n'avez pas un abonnement sur Internet, a priori, vous ne pouvez pas vous connecter. Vous êtes forcément obligé de passer par un opérateur de télécom. D'abord, c'est vrai qu'il y a quelques années, on considérait que cet argument était un peu, pour certains, fallacieux, mais je rappelle quand même qu'aujourd'hui, Internet et toutes les connexions IP consomment énormément d'énergie. Vous écoutez une chanson sur votre plateforme musicale préférée de 3 minutes, ça équivaut à pratiquement 1h30 d'écoute de la radio en FM. Donc, voilà, il faut aujourd'hui ne pas oublier aussi ce facteur-là. Et puis, les Françaises et les Français, on le sait, aiment tout particulièrement la radio. La France, c'est le pays dans le monde où il y a le plus de radios par habitant. Je ne sais pas si vous le savez, mais en France, nous avons plus de 1000 radios. C'est une des raisons d'ailleurs... Des postes, en fait, le poste non, radio. Nous avons en France plus de 1000 radios. Ah oui, mais vous parlez des Français qui ont le plus de radios, de postes de radio, près de 10 récepteurs de radio par habitant en France. Donc c'est tout à fait conséquent, tout à fait considérable. Ça vient d'être évoqué aussi. Aujourd'hui, les constructeurs automobiles, notamment, installent en première monte une puce de réception DAB. Il faut savoir que c'est aujourd'hui dans la loi. C'est dans la loi, donc ce n'est pas une initiative de bon cœur de leur part, c'est une obligation. Voilà, aujourd'hui, les pouvoirs publics ont conscience également qu'il est important de préserver cette souveraineté de l'État et l'accès gratuit et anonyme de nos concitoyens à la radio, donc en permettant ce déploiement d'une radio hertzienne.
Nicolas Curien, est-ce que vous pouvez nous garantir, alors que dorénavant, quand on sera dans notre voiture, sur l'autoroute, il n'y aura plus de coupure, on captera à merveille toutes les stations de radio diffusées en DAB? Mais oui, je ne sais pas pourquoi je vous sens dubitative. Je ne sais pas. Ça marche. Non, mais essayez vous-même. Pour l'instant. Si vous n'avez pas un récepteur DAB, procurez-vous-en. Maintenant, c'est tout à fait possible de l'acheter dans un magasin physique. Et vous verrez qu'il y a un effet waouh considérable sur la qualité du son. Donc, c'est indéniable. Alors, je voulais revenir un instant sur les modèles économiques. C'est vrai qu'aujourd'hui, le modèle économique du DAB, c'est exactement celui de l'AFM, puisque c'est une radio par les ondes, financée par la publicité. Demain, si on fait de la prospective à long terme, on peut imaginer que la technologie DAB+, s'hybride avec des technologies IP permettant des services enrichis. Moi, je pense que dans une vingtaine d'années, on aura peut-être non pas des web radios, mais des smart radios qui résulteront de l'hybridation de services Internet avec la technologie de radiodiffusion DAB+. Par exemple, la géolocalisation permettra d'adapter le flux sonore, le contenu du programme, à la localisation de l'auditeur ou à ses centres d'intérêt. Donc c'est probablement une évolution à long terme de la radio, mais ça sera toujours de la radio. On est plongé dans un monde de l'audio numérique où, comme je le disais tout à l'heure, la radio a ce mérite d'être le média de l'intimité, de la proximité, du lien social, comme elle l'a formidablement démontré pendant la crise sanitaire, et elle gardera sa personnalité, et c'est ça qui fait le caractère, sinon éternel, rien n'est peut-être éternel, mais durable du média radio. Et il faut bien distinguer ce qui est d'un côté les évolutions technologiques et ce qui est d'autre part l'âme du service de la radio. Et l'âme de la radio, j'allais dire résistera au numérique, non, vivra et vivra encore mieux dans un monde numérique. Alors, on adore la radio, et d'ailleurs, les Français aussi plébiscitent les podcasts. Donc, c'est vrai qu'on voit une hybridation, finalement, autour des métiers de la radio, entre ce qui est de l'ordre du pur numérique, c'est-à-dire des acteurs qui viennent 100% du web, et des acteurs qui viennent d'abord de la radio. Est-ce que dans les équipes traditionnelles de radio, on voit arriver de plus en plus de spécialistes de la donnée, du marketing de la data? Est-ce que c'est en train de bouger là-dessus, Alain Liberté? Oui, bien sûr, les radios indépendantes, comme nos confrères nationaux, réalisent aujourd'hui des millions de visites quotidiennement sur leur site internet, leurs applications mobiles. Voilà, nous sommes également évidemment présents sur le data, et le modèle économique, évidemment, de nos entreprises se transforme également. Vous savez, on parlait du DAB et des applications possibles. C'est une compétence que permet aujourd'hui le digital. D'ailleurs, il y a un modèle plutôt frappant en Angleterre. Imaginez demain, vous écoutez votre radio et la musique s'adapte à vos goûts. Ce serait formidable. Mm-hmm. C'est aujourd'hui possible. Nous pouvons aujourd'hui je ne sais pas diffuser. C'est formidable. J'aime bien être surprise aussi. Vous aimez bien être surprise, mais peut-être que vous avez une préférence pour de la musique plutôt latine, pour du rock, pour de la pop, voilà, donc ou tout simplement pour des standards. Ce que fait un Spotify ou un Deezer, par exemple. Ce que fait un Spotify ou un Deezer, mais avec un élément en moins qui est absolument fondamental pour la radio, c'est la présence. Vous avez de l'humain, vous avez de l'émotion, vous avez des gens qui vous parlent, qui échangent avec vous. Spotify ne fera jamais ça. Aujourd'hui, Spotify, on le sait, c'est un algorithme, des robots. Alors même si on peut se féliciter de leur perfectionnement toujours plus poussé, ça reste toujours des machines qui ont quand même tendance, on le remarque, à vous proposer un petit peu tout le temps la même chose. Exactement. Les surprises sont quand même assez rares. Nos programmateurs en radio sont tous des artistes. S'ils sont venus à programmer de la musique, c'est qu'ils aimaient la musique. Voilà. Et moi, je me plais vraiment à imaginer demain certaines de nos radios indépendantes diffuser plusieurs programmes sur plusieurs canaux DAB avec, et sur l'un, une musique plutôt traditionnelle, des standards, des gold, comme l'on dit dans le jargon, ou d'un autre côté, les dernières nouveautés que l'on a envie d'écouter. Voilà. Ça aussi, c'est possible demain avec le DAB. C'est une grande richesse et encore une fois, les grands gagnants, au final, ce seront les auditeurs. Philippe Chapeau, vous suivez ce secteur de près, vous êtes un observateur privilégié de ce monde de la radio. Est-ce que vous avez vu ces acteurs chahutés par le numérique et impatients du lancement du DAB? Il y avait une urgence? Alors, chahuter, on va dire, c'est peut-être un grand mot. Ce qui est certain, c'est qu'il y a une remise en question de l'ensemble des acteurs de la radio. Et le gros avantage de la radio, et on parlait, Alain a raison en disant ça, c'est qu'il y a un savoir-faire au niveau des professionnels de la radio. Et ce savoir-faire, c'est comme, vous savez, quand vous faites quelque chose et que vous le faites très rapidement et bien.
on vous dit, mais comment tu arrives à faire ça? Eh bien, c'est parce que je le fais et j'ai 20 ans d'expérience. Les gens de radio ont bientôt, et on va fêter l'année prochaine les 40 ans de l'AFM, ont 40 ans d'expertise et Dieu sait que quand ils ont démarré dans les années 80, ils en ont fait des choses, d'ailleurs officielles ou officieuses, mais ils en ont fait beaucoup. Donc, ils ont cette expertise-là de créer de l'imaginaire chez l'auditeur. Et cet imaginaire-là, vous savez, Orson Welles disait la différence entre la radio et le cinéma, c'est qu'à la radio, l'écran est plus large. Je pense que ça résume tous ces métiers des gens de radio qui ont démarré dans les radios associatives. Alain disait 1000 stations de radio différentes en France, 600 opérateurs de radio associatives, 250 de radio commerciales privées et ensuite les radios nationales qui viennent par-dessus, plus le service public. On a la plus grande richesse radiophonique. Donc vous parliez des enjeux aujourd'hui. Les enjeux, ils sont très simples. La radio, c'est d'abord la découverte musicale. Donc, les enjeux dont on parle au Salon de la Radio, puisqu'on organise chaque année, fin janvier, le Salon de la Radio, qui devait changer de nom en janvier, malheureusement, mais on l'a annulé pour 2022, et qui s'appelle maintenant le Paris Radio Show. On essaye de travailler sur les enjeux pour les stations de radio en Europe, et particulièrement dans les pays francophones. Il y a 2 enjeux. Un, la radio, elle est là pour la découverte musicale. Et c'est vrai que les radios ont un peu péché jusqu'à maintenant, depuis une dizaine, vingtaine d'années, où elles refont toujours la même chose. Elles prennent très peu de risques en termes de programmation musicale, même s'il y a eu, depuis 1 ou 2 ans, des radios, notamment les radios indépendantes que représente le CIRTI, et qui font partie des uns des radios, ou qui prennent un peu de risques et qui programment des nouveaux artistes qui ne sont pas forcément en lien avec des maisons de disques où il y a des accords et où, vous savez, les artistes, on en reçoit sans arrêt au Salon de la Radio qui nous disent comment je fais pour être diffusé sur Chérie FM, comment je fais pour être diffusé sur Énergie. C'est très compliqué. C'est d'abord radio associative, ensuite les radios indépendantes privées. Donc il y a cette diversité-là qui est un enjeu, et je pense que la radio numérique terrestre et l'IP, le DAB+, et l'IP peuvent aider les radios à reprendre des risques. Et la deuxième chose qui a vraiment révolutionné et qui révolutionne le secteur de la radio aujourd'hui, c'est le podcast. Le podcast qu'on appelle natif. Je ne parle pas du replay que les stations de radio, en fait, une émission qui est rediffusée, ça, on appelle ça un replay, c'est classique, mais on parle véritablement de podcast natif. Il y a énormément d'acteurs aujourd'hui qui n'ont jamais fait de radio. Alors certains en ont fait et étaient dans la radio et ont créé des structures de podcast qu'on appelle des labels de podcast. Et bien là, maintenant, il y a énormément d'acteurs qui n'ont jamais fait de radio, qui sont très bons, qui arrivent à rassembler des communautés de plus en plus importantes et qui sont les auditeurs que la radio perd. Car les dernières audiences ne sont quand même pas fantastiques au niveau de la FM. Il faut le rappeler, la radio perd des auditeurs par centaines de milliers. Et donc, il y a des enjeux. Le gros avantage des gens de radio, c'est qu'ils ont une agilité et une facilité à pouvoir réagir qui est exceptionnelle. Bon, et c'est le premier média, il faut le rappeler, qui est quand il y a une crise, un nouvel outil. Ils ont en tout cas un nouvel outil pour s'exprimer. Je suis obligée de vous couper parce qu'on arrive à la fin de ce débat. Nicolas Curien, simplement, quelles sont les prochaines échéances, Donc, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, le lancement des 2 MUX nationaux à l'été 2021. Et puis, on a dans le tuyau une trentaine de villes de plus de 150 000 habitants qui vont compléter la dizaine d'agglomérations déjà couvertes. Et puis derrière ça, là, on aura fait les nœuds et les arcs, l'ossature du territoire, la grille du territoire. Et ensuite, on ira dans les trous de la grille pour densifier la couverture. Et on a d'ores et déjà une feuille de route de 50 agglomérations de moins de 150 000 habitants et de leur bassin de vie environnant. D'accord, donc ça sera plutôt sur une dynamique, après 2022. Oui, alors dans les 2 ans qui viennent, on aura fait le premier paquet d'une trentaine de villes que je viens de mentionner, et à partir on sera au-delà de 40% de la couverture de la population, et à partir de 2023, on densifiera sur 3 ou 4 ans. Donc disons en 2026-2027, on aura vraiment une couverture à 70-80% de la population. Eh ben, on va suivre ça. Merci beaucoup à Philippe Chapeau, directeur de la publication de la Lettre Pro de la radio et des médias, à Nicolas Curien, membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel, et à Alain Liberty, président du syndicat des radios indépendantes, pour vos éclairages sur le DAB+. Juste après la pause, on va parler des politiques de confidentialité et de leurs pièges.
Nous sommes de retour pour la suite de Smart Tech et notre rendez-vous sur la protection des données personnelles avec Hervé Lejoin, président fondateur de Privoni. Bonjour Hervé. Bonjour Delphine. Aujourd'hui, on va faire un point sur ces politiques de confidentialité que nous ne lisons pas, ou presque. D'abord, rappelez peut-être ce qu'est une politique de confidentialité. À quoi ça sert ? Une politique de confidentialité, c'est avant tout un contrat, en fait, un document juridique qui sert à protéger la société, un peu comme des conditions générales de vente quand vous achetez un bien dans le monde physique. Donc, on est vraiment dans quelque chose de contractuel. Et en gros, si vous n'acceptez pas, vous ne pouvez pas vous enregistrer ou acheter sur un site d'e-commerce ou autre ou accéder à des services. Donc là, on n'est pas comme avec les cookies où vous pouvez avoir des paramètres et choisir. On est vraiment dans une relation contractuelle que vous devez accepter. Et c'est un document qui fait office de contrat entre vous et la société, donc le site web ou les applications mobiles par exemple. Et vous confirmez que, puisqu'on est obligé finalement de les accepter si on veut accéder aux services, on ne les lit pas ? Oui, effectivement, il y a eu plusieurs études qui ont montré que seulement 7%, c'était fait par le Guardian, 7% des gens lisaient les politiques de confidentialité. Donc on voit bien une très petite minorité, parce que c'est long. Et d'ailleurs, il y a eu des estimations qui ont été faites par une étude au Canada qui disait qu'il faudrait 244 heures par an à un individu pour lire en fait les politiques de confidentialité des sites qu'il visite, et sans compter les applications mobiles. Donc on voit bien, ça serait plus d'une heure par jour, près d'une heure par jour. Donc c'est vrai qu'on est dans un contexte qui fait qu'on ne lit pas, on coche la case, et puis on accepte, et puis après on peut découvrir des choses qui ne sont pas forcément agréables. Ouais, d'où ma question, à quoi ça sert ? Alors est-ce que c'est une grande farce finalement tout ça ? C'est pas une grande farce, parce que quelque part derrière il y a une obligation légale, mais c'est vrai que la farce elle est dans le fait que personne, comme vous le dites, personne ne les lit, et c'est vrai qu'aussi on a vu cette évolution au cours des 20 ou 30 dernières années de l'internet, des 20 dernières années on va dire, on a vu cette évolution des politiques de confidentialité extrêmement forte, et on voit par exemple, là il y a eu un article récent dans le New York Times où on voit Google, en fait, il parle des politiques de confidentialité de Google et de son évolution, et on voit effectivement, alors là, vous avez des illustrations qui montrent que Google, en 99, là, la toute petite à haut, vous avez la politique de confidentialité de Google qui était en 99, après vous avez celle qui était en 2009, et vous avez maintenant la dernière qui était en 2019, donc on a multiplié par je ne sais combien de facteurs le nombre de mots. Alors c'est vrai que les règlements et les régulations sont venus là-dessus, mais non seulement elles se sont agrandies, donc complexifiées. Ils se protègent contre d'éventuels procès, en fait, dans les règles ? Absolument, c'est contractuel, donc ils se protègent, et en plus, les régulations arrivant, comme le règlement général de la protection des données en Europe, obligeant les sociétés, les sites, les applications à protéger les données, à garantir le consentement, ont fait que ça s'est encore complexifié en termes de contenu, parce que les sociétés ont dû encore une fois se protéger par rapport aux nouvelles règles. Mais aussi, ce qui s'est passé, c'est qu'on voit bien, et ça c'est l'autre exemple qui était dans le New York Times, c'est que non seulement elles se sont complexifiées, mais aussi la collecte de données elle-même a explosé. Et là, on voit sur cette deuxième illustration, les données collectées en 99 par Google, la petite liste de gauche qui fait 4 ou 5 items, et puis à droite, aujourd'hui en 2019, voilà ce que Google collecte et mentionne collecter potentiellement dans sa politique de confidentialité. Ce que ça veut dire, c'est que c'est pas forcément parce qu'il y a des clauses de confidentialité qui sont plus longues qu'on est davantage protégé. Peut-être au contraire. Est-ce qu'il y a des pièges qui s'y cachent et à quoi il faut faire attention en particulier ? Il faut faire attention, il y a plusieurs éléments. Et effectivement, le premier, on vient de le mentionner, c'est quelles sont les données collectées, quels sont les types de données personnelles collectées. Et ça, c'est fondamental. C'est-à-dire que vous devez, idéalement, on doit les lire, on doit se rendre compte s'ils collectent vos noms, vos prénoms, votre adresse, IP, des informations personnelles. Et surtout, est-ce que ces informations sont relatives à la relation que j'ai avec la société ? Parce que si on vous demande votre date de naissance, ou on collecte votre date de naissance, mais est-ce qu'ils ont vraiment besoin de ma date de naissance pour me fournir le service ? Donc là, ça, c'est le premier élément à voir. Après, ce qu'il faut voir, c'est avec qui ces données sont partagées. Parce que dans les politiques de confidentialité, ils ont une obligation de mentionner avec qui les données sont partagées. Et ça aussi, vous pouvez découvrir des choses. Aussi, les droits d'usage de ces données. Imaginez des photos que vous postez sur Facebook, Instagram ou autre. Est-ce qu'ils ont des transferts de droits de ces photos vers des tiers ? Donc, il y a des éléments clés comme ça et qu'il faut absolument regarder parce que c'est ça l'important. Et c'est vrai qu'il y a quand même une évolution
naturelle aujourd'hui est liée au règlement qui font qu'on essaye d'apporter plus de transparence dans les politiques de confidentialité. Donc ça, c'est une nouvelle tendance, et tant mieux, pour que les utilisateurs puissent s'y retrouver et peut-être avoir des résumés tout simplement en début de politique de confidentialité, les points clés, les données collectées, avec qui elles sont partagées. Et donc, ça permettra quand même demain, sans lire la totalité, d'avoir en quelques lignes peut-être, une vision beaucoup plus claire de ce qui se passe et de ce qu'ils font avec mes données. Oui, au-delà de la transparence, effectivement, on peut appeler de nos voeux que ce soit un peu résumé, un peu plus facile à comprendre rapidement, sans nous obliger à passer je ne sais combien de jours par an à lire toutes ces clauses. Merci Absolument. Beaucoup Hervé Lejouan, président fondateur de Privoni, pour toutes ces explications sur la privacy. Alors nous, avant de se quitter, on va terminer avec la découverte d'une première mondiale réalisée par un robot escaladeur. À quoi ressemblera demain chaque jour? Cécilia Sévry partage l'une de ses trouvailles avec nous. Alors aujourd'hui, depuis son lieu de confinement, elle a voulu nous parler d'un exploit réalisé par un robot. Il a grimpé tout seul en haut d'une éolienne. On écoute tout de suite. Bonjour Delphine, aujourd'hui on part en mer pour découvrir une innovation dans le secteur de l'éolien offshore. Un robot capable d'effectuer la maintenance sur les éoliennes en pleine mer. Cette technologie est anglaise, elle est conçue par la société Bladebug et ce robot porte le nom de sa société. Il est capable de grimper jusqu'à 200 mètres d'altitude tout en haut d'une éolienne. Alors il y a quelques jours seulement, ce robot a escaladé seul une éolienne justement à la verticale en conditions réelles et ça c'est une première mondiale. La démonstration a eu lieu en Écosse sur la côte de Fife, à Levenmouth précisément. Alors pour l'occasion, le robot a escaladé 50 mètres tout seul et cette démonstration a pu révéler au grand public les capacités de cette technologie car Bladebug est capable de répondre à plusieurs besoins dans ce secteur. D'abord, il dispose d'une caméra installée sur sa structure. Il peut donc transmettre des flux d'images vers la côte, des images de l'éolienne en maintenance, mais aussi de tout le parc éolien environnant. Il est aussi conçu pour faire un état des lieux de l'éolienne et pour ça, il va réaliser plusieurs allers-retours sur toute la longueur, la hauteur de cette structure. Enfin, il est capable de repérer une fissure, une imperfection, une anomalie bien sûr sur la structure de l'éolienne. Et il n'a pas encore pour l'instant dans ce test-là, dans cette démonstration, réalisé de réparation, mais c'est bien le but à terme, colmater une brèche par exemple sans intervention humaine. Alors pour réaliser toutes ces tâches, il a fallu lui donner la liberté de mouvement et puis surtout la stabilité nécessaire pour se déplacer, le mouvement de ses pieds et de ses donc ventouses en particulier. Il en compte 6 de ventouses qui lui donnent cette allure d'araignée, mais surtout elles permettent une parfaite adhérence grâce à ses pattes robotiques. Bladebug est capable d'escalader la surface lisse et incurvée du mât de l'éolienne. Plus impressionnant encore, le robot peut se hisser sur les pales de l'éolienne qui sont elles beaucoup plus fines et beaucoup plus difficiles d'accès aussi, il faut le dire. Alors en plus de tout ça, il y a les conditions en mer à prendre en compte qui ne sont pas spécialement accueillantes. Il faut donc que cette technologie puisse résister à 2 adversaires supplémentaires, à savoir le vent et l'humidité. Et puis, il faut bien le préciser, cette technologie dépend encore de l'homme qui, depuis la mer, commande le déplacement du robot. Alors, il n'est donc pas autonome. Pas pour l'instant en tout cas, mais il devrait le devenir, c'est l'objectif des constructeurs. Ils y travaillent, mais aucun détail sur la façon de le rendre autonome n'a encore été révélé pour l'instant. Alors le secteur de l'éolien offshore est déjà aidé aujourd'hui, c'est vrai, par des technologies, en particulier par les drones. Pourtant, une technologie supplémentaire comme celle-là ne serait pas de refus, parce qu'il faut bien le dire, les opérations de maintenance sur les sites offshore sont aussi périlleuses que coûteuses. Par exemple, la maintenance requiert en moyenne 3 personnes pendant 3 jours, 2 fois par an pour une seule éolienne sur tout le parc. Avec ce système, plus besoin d'envoyer un cordiste là-haut pour intervenir sur l'extérieur de l'éolienne. Il suffira de déposer le robot au pied du mât. Et puis selon les constructeurs, ce système permettra donc une réduction de 30% des coûts de maintenance sur toute la vie de l'éolienne. La société espère même atteindre 50% une fois qu'elle aura optimisé sa technologie.
Alors le concepteur espère aussi proposer un système d'inspection autonome complet d'ici l'année prochaine déjà. Et pour ça, la société est aidée d'Innovate UK. C'est l'agence pour l'innovation du Royaume-Uni qui finance 1 million de livres sterling dans la recherche pour cette innovation, pour ce projet. Et puis pour finir, cette technologie, il faut le dire, a certainement un avenir parce que l'exploitation mondiale éolien dans le monde représente aujourd'hui 29,1 gigawatts par an, ce qui donne environ, si on fait le calcul, 4800 éoliennes offshore positionnées dans le monde. Et selon l'Agence internationale de l'énergie, ce chiffre pourrait être multiplié par 15 d'ici 2040. Voilà Delphine, on se retrouve tout de suite pour le Lab et demain pour une nouvelle innovation. Merci Cécilia, oui, à tout de suite dans le Lab Startup. Merci beaucoup pour ces innovations. J'espère que vous aurez apprécié toutes ces réflexions aussi autour du lancement de la radio numérique. Moi, je vous dis à demain pour de nouvelles discussions sur la tech.